20h03, c'est le petit moment Christian Page. Il est journaliste, chroniqueur, auteur, conférencier. D'ailleurs, il était de passage à Québec ce samedi où il a fait encore une fois fureur. Salut Christian! Salut Yannick! Ça va bien? Oui, ça va très bien. Sais-tu qu'est-ce que je trouve drôle à chaque fois que tu passes à Québec pour tes conférences? Vas-y. C'est qu'on te demande tout de suite après, c'est quand la prochaine? C'est comme un peu quand tu fais l'amour à ta blonde, puis 10 secondes plus tard, elle dit « Quand est-ce qu'on va le refaire? » Hein? C'est comme, attends un peu, prends le moment, c'est un moment qui est agréable. C'est vrai, toi, t'as bien compris, Yannick. Une femme satisfaite, ça dit obligatoirement « Ah, Christian! » Je me suis fait prendre. Oh là là. Je me suis fait prendre. Mais bref, il y avait du monde bien en masse, ils ont aimé ça. Ah oui, écoute, la salle était pleine. Je pense que les gens ont passé un bon moment. C'était le paranormal à l'épreuve de la science. Donc, les gens sont sortis de là en sachant, un peu quel était le pouls de la science par rapport aux phénomènes paranormaux. Ouais. Puisque tu m'ouvres la porte, écoute, je serai de retour à Québec samedi, le 26 mai prochain. Et toujours au même endroit, là, à l'Université Laval, pavillon Charles de Coninck. Et cette fois, je présenterai la deuxième partie de ma conférence, Les grandes énigmes de l'histoire. Quand je dis la deuxième partie, il n'est pas nécessaire d'avoir assisté à la première partie pour suivre la deuxième partie. Ouais. Parce que dans la première partie, j'avais présenté 6 grandes énigmes historiques sur lesquelles j'avais enquêté. Et dans la prochaine, j'en présenterai 6 nouvelles sur lesquelles également j'ai enquêté. Donc, ce sont 6 énigmes qui sont tout à fait indépendantes de celles qui avaient été présentées en première partie. Donc, tu vas être de passage à la fin du mois de mai, tu dis? Oui, à la fin du mois de mai, donc le 26 mai. Donc, en théorie, le vendredi 25 mai, je devrais être avec toi en studio. Ouais. Et puis, donc, le 26, je serai à l'Université Laval. Mais tu commences à prendre l'habitude de descendre à Québec, là. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas t'en venir à Québec pour de bon. On va réussir à te gagner. Qui sait, peut-être qu'éventuellement, si Radio X décide de faire une émission essentiellement sur le paranormal, j'y songerai. Oh! C'est une invitation. Mais je te prends n'importe quand comme co-animateur, hein. C'est surtout que tu mets pas de parfum, toi. Non, c'est ça, comme Jordan. Ce soir, Christian, dans ta chronique, on parle du célèbre Alex Jones. Oui, écoute, ça, c'est une nouvelle qui, moi, personnellement, me réjouit. Oh. Parce que, je sais que toi-même, souvent, tu chiales sur le fait que des gens ne sont pas conséquents avec leurs propos, que ce soit en politique, sur la vie sociale à Québec ou dans la région de Québec. Et là, moi, de mon côté, dans le domaine du paranormal ou des complots, j'ai un peu ce même sentiment-là avec Alex Jones. Donc, il faut savoir, Alex Jones, qui est ce personnage, hein, c'est Monsieur Complot aux États-Unis. Il anime une émission de radio qui est produite par une petite compagnie, en fait, sa compagnie qui s'appelle Genesis. C'est relayé à travers tous les États-Unis par quelques 90 stations, AM et FM, et ça tire quelque chose comme 2 millions d'auditeurs chaque semaine. T'sais. Il a également un site qui s'appelle Infowar, et tout ça représente une mini-entreprise qui regroupe à peu près une vingtaine d'employés. Donc, ce Alex Jones, Monsieur Complot, en fait, il fait dans tous les complots, les chemtrails, l'assassinat de JFK, nous ne sommes pas allés sur la Lune, les Illuminati. Bref, dès que tu mentionnes un complot, t'es sûr que ce Alex Jones se trouve accroché à ça. Il se loge à cette enceinte. Mais malheureusement, dans son discours, il dit souvent des énormités, et c'est un peu ça le problème. Il n'y a pas de conséquences. La liberté d'expression aux États-Unis, on dirait que ça te donne l'impression de dire n'importe quoi. Et Alex Jones, il est allé à plusieurs reprises d'affirmations. Bon, évidemment, quand on dit on n'a pas été sur la Lune, ou le président Barack Obama est un reptilien qui a pris forme humaine, écoute, tu te dis, c'est sans conséquence réellement. Mais dans d'autres cas, on pense, par exemple, à cette tuerie de l'école primaire de Sandy Hook au Connecticut. Je sais pas si tu te rappelles de ces événements. Très bien, oui. On est en 2012, c'était le 14 décembre 2012, un jeune tueur, Adam Peter Lanza, de 20 ans, se présente donc à l'école de Sandy Hook, c'est un petit village près de Newtown au Connecticut, et là, il va abattre, il va faire avec des armes semi-automatiques, il va faire 28 morts, dont 20 enfants. Et cette histoire, donc, va se retrouver, évidemment, ça fait le tour du monde, et évidemment, le président Obama profite de cette occasion, puis entre guillemets, là, je dis profite, personne ne profite d'une situation comme celle-là, mais Barack Obama insiste encore une fois, et on le comprend bien de notre côté de la frontière, il présente cette histoire-là en disant, écoutez, il faut absolument qu'on arrive à mettre en place des registres, d'un moyen de contrôler les armes à feu, parce qu'on sait ce jeune Lanza avait non seulement
avait piégé littéralement dans la collection d'armes à feu de sa mère, qu'il avait d'ailleurs abattu avant de se rendre à l'école de Sandy Hook. Et là, voilà, ce Alex Jones et d'autres complotistes ont récupéré cette histoire-là en disant tout ça c'est de la foutaise, il n'y a pas d'enfants qui sont morts à Sandy Hook, les gens qu'on voyait, les parents en pleurs qui disaient oh on a perdu des enfants là-dedans, c'était de la frime, c'était une sorte de scénario concocté par l'administration de Barack Obama pour pouvoir profiter d'une situation fictive pour finalement restreindre la liberté par rapport aux armes à feu. Et ça, moi, ça me met mal à l'aise quand j'entends des trucs comme ça, parce qu'évidemment, c'est un peu comme dans l'affaire du World Trade Center, on oublie souvent que derrière ces événements, derrière cette récupération des théoriciens du complot, il y a des victimes, il y a des familles. Parmi ces gens-là, il y avait des mères, des enfants, des parents, tu sais. Il y a des gens derrière ça, là. C'est pas simplement un scénario qu'on lance comme ça, les reptiliens puis des extraterrestres, là. Ce sont des humains et dans le cas présent, ce sont des enfants. Il faut savoir que dans cette foulée des théoriciens du complot, déjà parmi les parents qui étaient visés, qui avaient perdu des enfants, et on pense notamment à un couple, Leonard Posner et Véronique de la Rosa, qui eux ont perdu un fils, Noah, lors de la fusillade de Sandy Hook. Ces gens-là avaient notamment réagi, parce que beaucoup de parents ont préféré ne pas en rajouter une couche, mais ces parents-là ont décidé eux de réagir. D'abord, en 2016, ils avaient traîné devant les tribunaux une certaine Lucy Richards, qui avait tenu des propos sur le web excessivement calomnieux, j'irais même jusqu'à dire orduriers envers ces parents-là, disant qu'ils étaient des acteurs, de bons comédiens, s'étaient présentés à la télévision pour parler de la mort de leur enfant. Puis là, bon, évidemment, tous les théoriciens du complot avaient récupéré ça en disant c'est de la foutaise. Et cette Lucy Richard avait été particulièrement ordurière envers le couple. Le couple l'ont traîné en justice, et au moment où elle a été condamnée d'ailleurs pour ce discours-là. Elle a été condamnée à des travaux communautaires. Et le juge, au moment de rendre sa sentence, lui avait dit ici, là, devant le tribunal, c'est la réalité et non la fiction. Il n'y a pas de fait alternatif. Et là, évidemment, elle était condamnée. Bon, c'est une petite peine, mais c'était quand même symbolique. Et là, voilà que les mêmes parents ont décidé cette fois de poursuivre ce Alex Jones, qui ne cesse de répéter à la radio cette histoire de Sandy Hook, c'est un canular, il n'y a pas de parents, il n'y a pas d'enfants qui sont morts là-dedans. Et là, évidemment, ces parents-là ont dit, là, écoutez, ça suffit. Et là, Alex Jones devra répondre à la justice. Ils le poursuivent pour plus d'1 million de dollars en dommages et intérêts. Wow. Et là, Alex Jones devra, devant les tribunaux, faire valoir, parce que les théoriciens du complot ont souvent l'argument, nous avons la preuve. Nous avons la preuve que la fusillade de Sandy Hook est fausse. Nous avons la preuve que le World Trade Center est un coup monté. Il serait temps qu'on les montre, ces preuves-là, et de voir comment le juge et le jury vont réagir. Et c'est un peu souvent, moi-même, lorsqu'on me parle de théorie du complot, je dis, c'est quand même curieux si on prend, par exemple, le World Trade Center. Comment se fait-il que tous les théoriciens du complot disent qu'ils ont la preuve, mais qu'aucun d'entre eux n'a jamais pensé de déposer une plainte formelle devant le département de la justice? Tu dis quand même, tu as 3000 morts. Là. Ouais. OK, tu as 3000 morts, c'est un acte. Supposons que c'était vrai. Supposons que le World Trade Center, comme le soutient Alex Jones et d'autres complotistes, si cette histoire-là était vraie, et que ces gens-là avaient vraiment la preuve qu'on a tué 3000 personnes, écoute, ce serait un crime. Je ne sais pas si on pourrait qualifier ça de crime contre l'humanité, mais ce serait un crime épouvantable d'avoir assassiné 3000 Américains. Tout ça pour se donner le feu vert, ou en tout cas convaincre le Congrès de lancer une guerre contre le terrorisme et contre Oussama Ben Laden. Parce que c'est ça, dans le fond, la théorie du complot. Et on aurait utilisé des avions hologrammes, on aurait dynamité, on aurait fait une implosion des tours, peu importe, là, tout le scénario qu'on peut imaginer autour de ça. Si ces gens-là ont la preuve, pourquoi ne pas faire une plainte formelle devant le département de la justice aux États-Unis? Ouais, tu sais, Christian, quand on lui pose cette question-là, oui. Il répond, c'est parce que le département de la justice fait partie du complot. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas présenter leurs preuves devant le tribunal de la Haye? Le tribunal international de la Haye dit, je veux pas déposer cette plainte-là devant le département de la justice, parce que le département de la justice, à mon avis, est un peu fait partie prenante de la théorie du complot. Alors déposons-le au tribunal de la Haye. Évidemment, ça ne s'est jamais fait. T'sais. Alors là, c'est beau dire n'importe quoi, mais j'ai bien hâte de voir quels vont être les arguments que va présenter ce Alex Jones devant le tribunal pour justifier les énormités
dont il fait la promotion semaine après semaine sur les ondes de son émission sur les théories du complot. Tu sais, Christian, je suis un artisan de radio. Je suis d'abord et avant tout un passionné de radio, un auditeur assidu de différents shows qu'on peut retrouver sur Internet ou encore à la radio aux États-Unis ou encore au Canada, puis plus précisément au Québec. J'ai écouté quelques fois Alex Jones, puis j'écoutais plus ça du côté divertissement, et c'est un divertissement. Le problème étant que au début de son émission, on dit pas que c'est un divertissement, puis que bon, on peut peut-être exagérer certaines affaires. Lui est persuadé que tu sais, ce qui s'est passé à Sandy Hook, c'est ce que lui mentionne et non pas, tu sais, il le présente pas comme étant une hypothèse. Ouais, t'as tout à fait raison. Et d'ailleurs, dans un procès que lui avait intenté, un précédent procès que lui avait intenté l'une de ses ex-femmes, il avait notamment, parce qu'il avait dit encore là des énormités, il s'était défendu devant, quand il a dit des énormités, il a dit des énormités en public, là, à la radio, sur son ex-femme. Et devant les tribunaux, il a évoqué le fait que c'était un divertissement. Il avait agi en showman. Il pensait pas vraiment ce qu'il disait, mais c'était un peu du divertissement. Ça n'a pas convaincu le juge, qui l'a condamné. Alors j'ai hâte de voir si là il va encore jouer la carte du divertissement pour justifier les allégations qu'il soutient à propos de la fusillade de Sandy Hook. Parce que les gens viennent embarquer dans son show, parce qu'il présente ça comme étant tout vrai ce qu'il dit, puis il y a des gens importants qui parlent, qui acceptent d'avoir des entrevues avec Alex Jones, donc ça lui donne une certaine crédibilité. Tu as tout à fait raison. Et la grande problématique là-dedans, et souvent ça, c'est un élément, en fait, un dénominateur qu'on oublie souvent de mentionner. C'est que dans les grands pays, puis je l'ai déjà évoqué en ondes avec toi, Yannick, dans les grands pays industrialisés, les grands pays occidentaux industrialisés, là, on a ce qu'on appelle en journalisme, en communication, le seuil de crédulité. Le seuil de crédulité, c'est le seuil par lequel un nombre de gens, un pourcentage de la population, va accepter sans condition tout ce qu'ils vont entendre ou voir qui est véhiculé par les médias. Donc, ce sont les gens qui, en faisant la file, par exemple, au IGA du coin, vont voir dans le kiosque à journaux, dans le kiosque où se trouvent les journaux, ils vont voir un magazine qui dit, je sais pas moi, Paul McCartney est mort en 1966, puis il a été remplacé par un sosie. Et parce qu'ils voient ça à la une d'un magazine, ils vont dire c'est vrai. Elvis est toujours vivant. Ah, c'est vrai, c'est écrit dans le magazine. Tu comprends? Donc, on a ce seuil de crédulité par lequel un pourcentage de gens de la population va adhérer sans aucun sens critique à toute information véhiculée dans les médias. Et dans les grands pays occidentaux, ce seuil de crédulité, évidemment, parce qu'on est des pays très éduqués, ce seuil de crédulité est à peu près de 5%. Évidemment, c'est inversement proportionnel au niveau d'éducation des populations. Donc, on va dans des pays où les gens sont moins éduqués. Évidemment, ils seront plus crédules. Donc, mais quand même, en Amérique du Nord, en France, en Angleterre, c'est à peu près de 5%. Mais quand tu regardes ça, 5%, là, de 2 millions d'auditeurs par semaine. Tu comprends? Ouais. Fait que là, 5% de 2 millions d'auditeurs par semaine, eux, écoutent ce que Alex Jones dit et ils sont persuadés que c'est la vérité. Tu comprends? Et là, ça devient excessivement... Tu sais, c'est quand même... On parle quand même de 100 000 personnes là, qui écoutent ça puis qui disent, regarde, ce qu'Alex Jones dit, c'est vrai. 100 000 personnes. Pensons-y, là. 100 000 personnes chaque semaine qui écoutent Alex Jones et qui croient, comme on dit par chez nous, comme parole d'évangile, ce que dit cet individu. Et ces 100 000 personnes-là vont parler à d'autres personnes et vont convaincre d'autres personnes que ce que Alex Jones dit, c'est vrai. T'as tout à fait compris la mécanique du système. Ça se multiplie, là. Voilà. Donc, ces gens-là deviennent des courroies de transmission pour les informations un peu débridées que véhicule Alex Jones à travers ses émissions de radio. Prochain sujet, on aurait découvert de l'eau sur une planète de Trappist 1. Oui, ça c'est intéressant parce que c'est peut-être la grande nouvelle qu'attendaient les amateurs d'exobiologie. L'exobiologie, c'est la recherche de vie extraterrestre. On n'est pas ici en termes de soucoupe volante et de visite là, de petits hommes verts. On est réellement dans la recherche de vie extraterrestre sur d'autres planètes, qui est devenu un sujet excessivement prisé par les médias et prisé également par le milieu scientifique. On le sait, il y a 20 ans ou 30 ans, dès qu'on parlait de recherche de vie extraterrestre,
ça semblait un petit peu sorti de la science-fiction. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des efforts énormes qui sont mis tant de la part de la NASA que de la part de d'autres organisations de recherche en astronomie ou en astrophysique sur cette idée de trouver de la vie extraterrestre. Il faut dire également que les modèles ont beaucoup évolué. Il y a 20 ans, on avait la vision qu'on avait, on savait qu'on avait chez nous, dans notre système solaire, on avait un soleil et 9 planètes qui gravitaient autour, ou 8 planètes si on inclut ou exclut Pluton, là, qui a été un peu rétrogradé en termes de planètes. C'est devenu plutôt un planétoïde maintenant. Mais disons, on avait un soleil, 9 planètes, grosso modo, qui tournaient autour. Et on ignorait si ce modèle était un modèle répandu dans le cosmos, en fait le modèle de base, ou est-ce qu'on était en présence d'un modèle exceptionnel. Et dans ce cas-là, bien évidemment, si on est un modèle exceptionnel, c'est encore plus exceptionnel qu'il y ait une planète qui gravite autour du Soleil, qui soit à la bonne distance pour avoir de l'eau à l'état liquide, qui est une des conditions essentielles à l'apparition de vie organique. Et là, maintenant, on le sait, avec l'avènement des télescopes spatiaux, avec le bond de géants qu'a fait les recherches dans le domaine de l'astrophysique, on sait maintenant que notre modèle, donc un soleil et des planètes qui gravitent autour, est non seulement un modèle de base, mais c'est un modèle excessivement répandu. Et non seulement au moment où on se parle, on a plus de 3000 exoplanètes qui ont été observées, donc des planètes qui gravitent autour de d'autres soleils, mais on a plus d'une 50aine de planètes qu'on a pu observer, qui sont également des planètes semblables à la Terre, des jumelles de la Terre, plus ou moins de la même dimension, mais qui se trouvent dans ce qu'on appelle la zone de vie. Donc, elles sont assez proches de leur Soleil pour avoir de l'eau à l'état liquide et pas trop éloignées pour que cette eau, finalement, devienne de la glace. Et c'est le cas, par exemple, de TRAPPIST-1 qui avait été annoncé en grande pompe l'an dernier par la NASA. C'est un système qui se trouve à 39 années-lumière de la Terre, qui se trouve dans notre galaxie, la Voie lactée, mais qui se trouve quand même à 39 années-lumière de la Terre. Et on avait annoncé donc en grande pompe l'an dernier qu'autour de cette étoile, qui est une espèce d'étoile, une naine froide, il y avait 7 planètes qui gravitaient autour. Donc, un système assez semblable à notre système à nous. Mais ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est que parmi ces planètes qui gravitent autour de TRAPPIST-1, il y en avait 3 qui se trouvent dans la zone dite viable. Donc, il peut y avoir des formes, il pourrait y avoir de l'eau à l'état liquide. Mais évidemment, c'était la grande spéculation des astrophysiciens. Comment déterminer s'il y a de l'eau à l'état liquide? Parce que c'est la première condition par laquelle on va déterminer s'il peut y avoir une vie organique. Et voilà maintenant que cette découverte a été annoncée le 5 février dernier par le magazine Nature. Il ne fait aucun doute qu'au moins 2 des planètes de TRAPPIST-1 ont de l'eau à l'état liquide. Et on a pu déterminer ça. Donc ça peut paraître anodin, mais c'est quand même une très grande nouvelle. Entre la spéculation et maintenant on est passé à la certitude. Et on a pu obtenir ce résultat-là en analysant l'atmosphère de ces planètes dites dans la zone de vie qui gravitent autour de TRAPPIST-1. On a donc analysé leur atmosphère et on a pu évaluer qu'il y avait une quantité X ou Y d'hydrogène. Et bon, à travers tout le mélange gazeux qu'on retrouve dans l'atmosphère, il est permis de déterminer que non seulement ces planètes sont bel et bien des planètes de type rocheuse, tellurique comme l'est la Terre, mais qu'elles ont à leur surface de l'eau à l'état liquide. Alors là, on vient de faire littéralement un bond de géant dans notre quête de vie extraterrestre. Non seulement on sait que des planètes semblables à la Terre existent, mais on sait non seulement que ces planètes existent, mais qu'elles ont également de l'eau à l'état liquide. Ouais. Donc, toutes les conditions nécessaires pour qu'il y ait de la vie, à tout le moins une vie organique à la surface de la planète. Maintenant, et 39 années-lumière, ça demeure intéressant quand même. Là. C'est loin, ouais, oui, mais c'est intéressant. Ouais, 39 années-lumière, à l'échelle de l'espace, c'est la porte d'à côté. Oui. Mais je rappelle quand même aux gens que 39 années-lumière, ça veut dire que c'est 39 années, la lumière qu'émet l'étoile TRAPPIST-1, mais 39 années avant d'arriver chez nous. Donc, on la voit pas telle qu'elle est aujourd'hui, mais telle qu'elle était il y a 39 ans. Ouais. Et il faut savoir que la vitesse de la lumière, encore une fois, je sais que je me répète, mais la vitesse de la lumière, c'est 300 000 kilomètres à la seconde. Alors, il faut calculer, donc, 300 000 kilomètres à la seconde multiplié par 60 pour avoir une minute, multiplié par 60 pour avoir une heure, multiplié par 24, multiplié par 365, et là, on va obtenir une année. Il faut multiplier ça par 39. Et là, on aura en nombre de kilomètres la distance qui nous sépare de l'étoile TRAPPIST-1. À quelle vitesse on envoie nos satellites, nous, dans l'espace?
Ah, tu vois, généralement, là, quand on parle parmi les vitesses les plus extraordinaires qu'on a obtenues, là, on parle pour des vaisseaux habités, là, durant les missions Apollo, là, aux vitesses de libération, là, on avait quelque chose comme 70 000 km à l'heure. C'est donc, c'était quand même grand, là. Oui. On sait qu'on a des, théoriquement, là, on serait capable d'envoyer des satellites. Évidemment, on parle pas avec des astronautes à bord, mais on parle d'une machine qui pourrait atteindre des vitesses de l'ordre de à peu près, là, on parle du quart de la vitesse de la lumière. On parle ici sur papier, là. On s'entend bien, là, sur papier, là. On l'a pas encore réalisé, mais on pourrait peut-être réussir à construire des sondes qui pourraient aller à des vitesses comme environ 75 000 kilomètres à la seconde. Mais bon, c'est loin d'être fait. Là, on parle, il y a loin de la coupe aux lèvres entre le modèle théorique et le modèle viable. Mais au moment où on se parle, on aurait peut-être cette technologie-là pour faire ça. Et quand on aligne un satellite, je sais pas moi, pour aller extrêmement loin dans l'espace, là, est-ce que il doit choisir ses planètes puis après ça se réaligner sur d'autres planètes pour être attiré vers cette planète-là? Ouais, là, ici, on a un travail, véritablement un travail de moine et un travail de génie qui est réalisé par les astrophysiciens et en même temps avec les ingénieurs qui travaillent à l'envoi de ces sondes-là. Parce que de la façon dont ça fonctionne, évidemment, pour économiser du carburant, on va faire se balader notre sonde à travers le système solaire pour qu'elle puisse bénéficier de la gravité des planètes. Donc, on économise sur le carburant en utilisant ce qu'on appelle un peu l'effet, excuse-moi l'anglicisme, on utilise l'effet slingshot. Donc, la sonde va se rapprocher, par exemple, de la planète Jupiter, pas trop près pour être attirée par la gravité de Jupiter et entrer sur Jupiter, donc qu'il y ait une trajectoire de collision, mais profiter de la gravité de Jupiter pour faire accélérer la sonde. Donc, elle va passer à une distance assez proche pour être affectée par la gravité de Jupiter, mais pas suffisamment pour aller s'écraser sur Jupiter. Et en faisant ça, elle va obtenir cet effet slingshot, donc cet effet d'accélération, comme si elle était dans un lance-pierre et lançait à toute vitesse. Donc, elle va accélérer vers sa prochaine destination. Si on regarde le système solaire, après Jupiter, on aura la planète Saturne, Uranus, Neptune. Donc, on va utiliser chacune de ces planètes-là comme étant autant de lance-pierres pour permettre à la sonde d'accélérer. Donc, ils doivent réaligner le cap à chaque fois. À chaque fois. Wow. Donc, on se dit, bon, quand elle aura passé aux côtés de Jupiter, elle va prendre telle ou telle direction. Mais en prenant telle direction, c'est souvent un calcul qui se fait sur des années. Là, on se dit, bon, quand elle va passer aux côtés de Jupiter, dans 3 ans, Jupiter sera à telle position. Et quand elle va passer à cette distance-là, elle va prendre, en utilisant la force d'accélération de Jupiter, elle va se réorienter, par exemple, de 45 degrés, ce qui va lui permettre, 8 ans plus tard, en arrivant près d'Uranus, par exemple, de pouvoir bénéficier à nouveau de l'attraction d'Uranus pour se réorienter dans une autre direction. Donc, c'est vraiment un travail extraordinaire que réussissent à faire ces gens-là. Et on s'en rend pas compte parce qu'on voit ces images-là, bien sûr, qui nous stupéfient de voir des plans rapprochés. Rappelons-nous, il y a 2 ou 3 ans à peine, on a vu des vues rapprochées de Pluton. Moi, je me rappelle, quand j'étais gamin, là, Pluton, c'était un point blanc sur une photographie. Oui. On nous montrait une photo, là, on avait un paquet d'étoiles là, qui se ressemblaient toutes les unes aux autres. Puis là, on avait une petite flèche là, qui nous montrait qu'une de ces étoiles-là, c'était marqué au côté Pluton. Donc, on voyait ce petit point-là, on disait, ça, c'est Pluton. Et il y a 2 ou 3 ans, la sonde, de mémoire, je pense que c'est la sonde New Horizon, nous a présenté des images de Pluton comme si on y était, là. On voyait Pluton comme si on regardait à travers un télescope la Lune, là. On voyait les cratères, on voyait la surface. C'était absolument hallucinant. Enfant, j'aurais jamais imaginé qu'un jour de mon vivant, je verrais des vues rapprochées de la planète Pluton de cette manière-là. C'était quelque chose de tout à fait sidérant. Effectivement. Est-ce que des extraterrestres, Christian, pourraient être prisonniers de la gravité sur une planète quelconque? Ça, tu vois, c'est assez amusant. En fait, c'est une gymnastique intellectuelle qui est proposée par un chercheur qui est basé en Allemagne, un chercheur en astrophysique, qui s'appelle Michael Hype. Et ce Michael Hype a fait une espèce de calcul en disant, c'est vrai qu'il y a des planètes qui ressemblent à la Terre, mais il y a des planètes qui, même en ressemblant à la Terre, sont 3, 4, 5 fois plus grosses que la Terre. Puis évidemment, plus on augmente la masse de ces planètes, évidemment, plus
plus la force d'attraction se fait grande. Et là, on essaie d'imaginer un peu à quoi pourrait ressembler la vie sur ces planètes. D'abord, on imagine que les créatures les êtres vivants qui se développeraient seraient pas très grands, hein, parce que bon, évidemment, comme la force d'attraction est plus les attire davantage, on assisterait davantage à l'évolution de créatures plutôt plates et basses. Mais même si ces créatures atteignaient un niveau d'intelligence, parce qu'il est là la grande question, on en a parlé un peu plus tôt, l'idée de vie dans le cosmos, bien évidemment, la condition première, c'est d'avoir de l'eau à l'état liquide, mais la question qu'on se pose ensuite, c'est maintenant qu'on a la possibilité d'avoir une vie organique, est-ce que cette vie organique peut arriver à une vie intelligente? Parce que c'est ça, dans le fond, on sait maintenant que la vie doit pulluler dans l'univers. Hein. Il doit y en avoir partout. Des millions, des milliards de planètes doivent avoir des formes de vie. Mais est-ce que la vie intelligente, comme on la retrouve, entre guillemets, sur Terre, parce que des fois, on n'a pas toujours l'impression que la vie est intelligente, mais bon, telle qu'on la retrouve sur Terre, est-ce que c'est un accident de parcours ou est-ce que c'est une conséquence naturelle de l'évolution? Donc ça, on l'ignore. Est-ce que la vie est condamnée dans l'univers à rester une vie embryonnaire ou est-ce qu'elle va se développer au point d'atteindre une civilisation, d'obtenir des créatures intelligentes qui vont pouvoir mettre en place des civilisations et évoluer à travers ça? Ça, on l'ignore. Mais en faisant ça, en imaginant ce modèle, Michael Hyde dit, imaginons une civilisation qui atteindrait un niveau de civilisation et un niveau de technologie qui lui permettrait potentiellement le voyage dans l'espace. Ces civilisations, plus la planète sera grosse, plus évidemment elles seront limitées par le problème de l'attraction de leur propre planète. Et il fait par exemple une gymnastique en disant, par exemple, si on avait des vaisseaux, par exemple, comme les vaisseaux Apollo, hein, qui ont amené des hommes sur la Lune, mais si ces vaisseaux-là étaient sur une planète qui était 10 fois plus lourde, dont la force d'attraction serait 10 fois plus grande que celle qu'on a sur Terre, ces mêmes vaisseaux Apollo auraient dû emporter des quantités de carburant équivalentes à la masse des grandes pyramides d'Égypte. Ouf. Donc, tu comprends que là, ça devient invraisemblable d'imaginer autant de carburant pour pouvoir permettre la libération d'un vaisseau de son attraction. Ça, c'est bien amusant sur papier, mais moi, je parle sur une base purement personnelle, je trouve que cet exercice-là est un peu puéril. C'est parce que je me dis, attends une minute, là, tu sais, là, on fait un calcul comme ça, mais en considérant notre technologie à nous, tu sais, c'est bien beau, mais c'est un peu comme si quelqu'un au 19e siècle avait dit, nous n'enverrons jamais d'hommes sur la Lune, pour la simple et bonne raison que pour se propulser, un vaisseau aura besoin de plus de charbon qu'on en utilise dans les grands paquebots de transatlantiques. Ouais, mais là, le charbon, qu'est-ce qui nous dit que dans un siècle, on va encore utiliser le charbon, tu sais? Et là, au moment où on se parle, les vaisseaux Apollo, ou les missions dans l'espace, les vaisseaux spatiaux qui sont envoyés dans l'espace, sont envoyés avec comme base de carburant de l'hydrogène, ou ce qu'on appelle du propergol. Bon, mais qu'est-ce qui nous dit que dans 50 ans ou dans un siècle, on va encore utiliser cette même technologie? Tu sais, c'est un peu puéril, à mon avis, comme exercice. Comme cet exercice-là aurait été tout à fait puéril au 19e siècle, si quelqu'un avait pris comme mécanisme comme mécanisme de carburant, comme projection, je sais pas moi, le charbon. Tu sais, c'est comme un peu ridicule. Et ça me rappelle, il y a quelques années, j'étais à New York. J'ai eu la chance de me retrouver en présence de Michio Kaku, qui est un astrophysicien japonais qui a grandi aux États-Unis, qui est d'origine japonaise, mais qui est américain. Et au moment où on discutait, il me dit, tu sais, il est considéré un peu il est un peu l'équivalent de Stephen Hawking. C'est le Stephen Hawking des États-Unis. Il est bon. Et à un moment donné, alors que je discute avec Michio Kaku, il me dit, tu sais, nous, les astrophysiciens, on pense qu'il y a 4 types de civilisations dans l'univers. Oh. Puis là, il me dit ça, il dit, la première, une civilisation de type 1, c'est une civilisation qui contrôle son environnement. Une civilisation de type 2, c'est une civilisation qui contrôle son groupe de planètes proches. Donc, elle va d'une planète à l'autre, puis elle colonise. Bon, ça, c'est une civilisation de type 2. Une civilisation de type 3, elle a un contrôle entier sur sa galaxie. Elle peut aller n'importe où dans sa galaxie. Elle a des contacts avec d'autres civilisations dans sa propre galaxie. Puis une civilisation de type 4, elle est capable de contrôler, en fait, elle a accès à tout l'univers. Elle peut se déplacer d'un point A à un point B dans l'univers en utilisant ou des trous de verre, ou des trous noirs, ou des trous blancs, peu importe les définitions que les astrophysiciens trouveront. Ça, ce sont les 4 types de civilisations auxquelles nous, les astrophysiciens, pensons qu'il doit y avoir dans le cosmos. Et la civilisation terrestre, la nôtre, là-dedans,
On est une civilisation de type 0. Hein, on ne contrôle pas notre environnement, on a encore du carburant fossile, on a encore des problèmes avec le réchauffement de la planète, des trous dans la couche d'ozone. On est une civilisation de type 0. Alors, à quoi peut bien servir un exercice réalisé par un astrophysicien d'une civilisation de type 0 sur ce que peut anticiper ou faire une civilisation qui serait de type 2 ou 3? Ça sert à rien. Tu te dis, ben là... Cet exercice, il est amusant. Michael Hype l'a publié. Ça a été relayé par d'autres groupes qui s'intéressent à l'astrophysique. Mais de toi à moi, quand j'ai lu ça, je suis bon, ben ok, tu sais, c'est amusant comme ça, mais somme toute, un peu inutile comme gymnastique. Ben, c'est des hypothèses. Hein? Oui, c'est ça, c'est des hypothèses, mais à quoi peut bien ressembler une civilisation? Quels seraient les moyens que pourrait bénéficier ou pourrait utiliser une civilisation qui aurait 100 000 ans d'avance sur nous pour voyager dans le cosmos? Est-ce qu'elles auraient encore des fusées propulsées par du propergol liquide? J'en doute. Personnellement, j'en doute, comme je doute que dans 100 ans, même dans 100 ans, je ne crois pas que les voyages dans l'espace utiliseront les mêmes moyens que l'on utilise aujourd'hui. Je pense que dans un siècle, les ingénieurs auront trouvé d'autres moyens de propulsion, d'autres types de carburants pour pouvoir envoyer des vaisseaux dans l'espace qui vont être très éloignés de ce que l'on utilise aujourd'hui. Et en terminant la chronique de Christian Page, on parle d'un épave qui aurait été localisée. On parle d'une épave très, très, très intéressante pour l'histoire. Oui, absolument, parce que tu sais que lundi marquait le 73e anniversaire du suicide d'Adolf Hitler dans son bunker en Allemagne. C'était le 30 avril 1945, et tu sais que cet événement-là, même si les preuves de la mort et du suicide du Führer au bunker sont indéniables, donc il n'y a pas place à la spéculation, Hitler s'est bel et bien suicidé dans son bunker le 30 avril 1945, lui en se tirant une balle dans la tête, et sa compagne Eva Braun en mordant dans une capsule de cyanure. Donc, on n'a aucun doute là-dessus. Les faits historiques sont indéniables. Pourtant, il y a des histoires qui nous rapportent que M. Hitler, il aurait survécu à cette Deuxième Guerre mondiale-là, et il aurait fini sa vie, je me trompe pas, en Amérique du Sud. En Argentine. Et c'est amusant parce que la nouvelle dont on parle ce soir est un peu liée à ça. Il faut savoir que durant la Deuxième Guerre mondiale, l'armée allemande avait développé des sous-marins de type 21, et ces sous-marins étaient capables de demeurer en plongée pendant des jours entiers et bénéficiaient d'une autonomie qui leur aurait permis, par exemple, de quitter. On sait que les Allemands avaient des bases, notamment sur la mer du Nord, et ils auraient pu quitter, et ils avaient l'autonomie nécessaire pour se rendre jusqu'en Amérique du Sud. Et on le sait, les pays d'Amérique du Sud, et particulièrement l'Argentine, parce que le gouvernement de Perón était plutôt favorable aux philosophies ou aux politiques du Troisième Reich. Et on le sait, l'Argentine a été une terre d'accueil pour des criminels de guerre nazis en fuite. Et l'un de ces sous-marins, le U-Boat 3523, était disparu un peu de la liste. Où est-il passé? Et il s'agissait l'un de ces sous-marins de type 21, donc un des sous-marins qui était capable de faire ce trajet-là. Et la problématique ici, c'est qu'on avait, selon un rapport de la Royal Air Force, donc l'armée britannique, elle disait avoir coulé le fameux sous-marin en question le 5 mai 1945, alors qu'il se trouvait dans le détroit de Skagerrak, qui est situé entre le Danemark, la Norvège et la Suède. Donc, un bombardier de l'armée britannique dit on a repéré le sous-marin, on l'a bombardé et on l'a coulé. La problématique, c'est que des nouvelles recherches menées sur le terrain n'ont pas permis de trouver d'épave ni des débris de l'épave. Alors là, évidemment, on s'est posé la question, est-ce qu'on l'a raté? Est-ce que le sous-marin a réussi à échapper au bombardier? Ou est-ce que finalement, les Britanniques se sont vantés d'un acte qu'ils n'ont jamais réussi? En fait, ils n'ont pas coulé le sous-marin a réussi à leur échapper. Et à partir du moment où on suppose la survie du sous-marin, ben évidemment, on suppose qu'on ne sait pas trop où le sous-marin allait, parce qu'il faut savoir, l'armée allemande, c'est la débâcle à partir du 30 avril 1945 avec la mort d'Adolf Hitler. Mais la capitulation de l'Allemagne nazie ne sera signée que dans la nuit du 7 au 8 mai suivant.
Donc, on est dans une zone grise, là. L'armée allemande n'a pas encore capitulé, même si, en fait, elle n'est plus que l'ombre de ce que l'Allemagne a été. Et ce 5 mai, que faisait ce sous-marin dans cet endroit-là, près du Danemark? Quelle était sa destination? Qu'est-ce qu'il transportait? Qui étaient ses passagers? Pouvait-il s'agir du Führer lui-même qui tentait de quitter l'Allemagne? Et voilà que l'annonce vient de tomber. On a retrouvé l'épave du dit sous-marin en question. Et en fait, il a été coulé par l'armée britannique comme on l'avait cru depuis le début. Donc, c'est bel et bien un bombardier de la Royal Air Force qui l'a coulé. Le problème, c'est qu'au moment où les Britanniques ont coulé le sous-marin, ils ont commis une erreur dans leur relevé, ce qui fait qu'on a cherché l'épave et les débris de l'épave 15 kilomètres trop au nord. En fait, le sous-marin se trouve 15 kilomètres plus au sud. Il repose sur le fond vaseux de la mer, à 120 mètres de profondeur, et il est là depuis donc 73 ans. Bon, évidemment, ça lève pas le voile sur quelle était sa mission, qui étaient les passagers, qu'est-ce qu'ils faisaient là exactement, mais ça vient de clore la possibilité que, en supposant que Hitler ne soit pas mort au bunker et qu'il aurait tenté de fuir, ben s'il avait tenté de fuir à bord de ce sous-marin, le U-35-23, ben il a quand même péri le 5 mai 1945 lorsqu'un bombardier britannique l'a fait sombrer au large du Danemark. Christian Page, toujours aussi intéressant. On se reparle mercredi prochain. Un gros merci pour l'entrevue de ce soir, pour la chronique. Ben, ça me fait plaisir. Salut mon ami. On se reparle, salut. Ben, Christian Page, pour avoir plus de détails sur sa conférence qu'il fera à la fin du mois, c'est christianpage.ca. Toute l'information est présente à cet endroit. Si elle n'est pas disponible présentement, dans quelques jours, bien entendu, elle va l'être. Il s'est passé quelque chose dans la circulation dans les dernières